Bonjour à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui nous sommes le 28 juin 2019 et il y a 10 ans, jour pour jour, la WWE nous présentait son deuxième pay-per-view du mois de juin qui s'appelle The Bash. C'est la dernière version en pay-per-view de ce show, à l'époque à la NWA, WCW, le Great American Bash. Alors aujourd'hui nous sommes à Sacramento dans la Arco Arena qui avait aussi accueilli le Royal Rumble 1993 parce que je me souviens que Guy Auré à l'époque nous avait gratifié en début de show d'un bon bienvenue au stade de Arco. Le show a été acheté à 178 000 occasions et on est devant une foule relativement modeste, on est devant 11 946 spectateurs. Alors que par exemple à l'époque du Rumble 93, je crois que la salle était sold out avec 15 ou 16 000 personnes. En début de show, le premier combat, c'est un combat Scramble pour le championnat ECW. Alors quelles sont les règles? Parce que c'est un combat un petit peu particulier. En fait, le match va durer 15 minutes, d'accord? Pendant ces 15 minutes, il va y avoir Fit Finlay, Tommy Dreamer, mon copain habillé en jogging Decathlon, Christian et Marc-Henri qui vont se bastonner. À chaque fois que quelqu'un réussit à faire un pin ou une soumission, 1, 2, 3 ou faire abandonner son adversaire, le catcheur est alors le champion entre guillemets intermédiaire ECW. Et à l'issue des 15 minutes, celui qui sera champion intermédiaire deviendra le champion ECW officiel. Alors vous l'avez vu depuis les premières reviews de 2009 dans la nuit des temps. Ici sur la clinique, eh bien on a une grosse feud entre Christian et Swagger qui dure depuis Backlash, si je dis pas de bêtises. Donc le match dure 15 minutes, on a évidemment plusieurs pins, on a à la fois Swagger, on a Henry, on a Dreamer qui vont devenir, on a même Finlay qui pin Jack Swagger, donc on a chacun des catcheurs sauf Christian. Si, attendez que je relise mes notes. Non, je crois que Christian n'a pas été champion intermédiaire pendant le combat. Moi, personnellement, ça m'a fait un grand plaisir de voir Marc-Henri parce que j'étais super fan, surtout avec sa musique que je chéris absolument aujourd'hui encore. Par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est que sur la fin du match, Dreamer est le champion intermédiaire et malgré ça, il continue quand même à faire le pin, notamment sur Marc-Henri. Donc, j'ai pas capté, je veux dire, s'il est champion, il faut juste empêcher d'autres pins, mais lui ça sert à rien de continuer à essayer de, entre guillemets, battre qui que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Donc le combat il se termine au bout des 15 minutes, l'action était assez correcte, sans plus, j'ai mis seulement 2 points de suture, car aussi la fin, bien entendu, ne m'a pas plu, car ce petit gaspillage d'oxygène de Tommy Dreamer, c'est lui qui repart avec la ceinture ECW. Ensuite, on a une fois de plus une autre feud qui se développe encore plus entre Rey Mysterio et Chris Jericho pour le championnat intercontinental et le masque de Rey Mysterio, c'est-à-dire que le match effectivement est pour le titre intercontinental, mais si Rey Mysterio perd le combat, eh bien il va devoir se démasquer. D'ailleurs Jim Ross en commentaire au début dit que Rey Mysterio a porté son masque depuis le tout début de sa carrière sans interruption, donc c'est vraiment le truc le plus incroyable, sauf que non, c'est pas vrai. Vous qui regardez la nuit des temps sur la clinique, vous avez vu que dans les épisodes WCW en 99, on a Rey Mysterio qui catch aux côtés de Billy Kidman et de Conan sans masque. Et on rappellera que Rey Mysterio a perdu son masque lors de Super Brawl 9 en février 1999 lorsqu'il a perdu aux côtés de Conan un match par équipe contre Kevin Nash et Scott Hall dans lequel les cheveux de Nash et Hall étaient en jeu et le masque de Rey Mysterio. Donc voilà, de février 99 jusqu'à mars 2001 à la fermeture de la WCW, on voyait Rey Mysterio catcher chaque jour, chaque semaine, chaque mois sans son masque. Alors que dire de ce match si ce n'est qu'il est absolument génial. Il y a une alchimie entre les deux, il y a un truc indescriptible, franchement j'hésite entre 4 points de suture et 4,5. Ah, j'hésite, franchement j'hésite. Pour moi les notes c'est quand même, c'est toujours un petit peu compliqué, mais pour moi on peut pas aller au-delà de 5. Pour moi 5 c'est la perfection la plus absolue. Donc 4,5, on s'en rapproche beaucoup. Combien de temps a duré le match? Je crois qu'il a duré je reprends mes petites notes. Le match a duré 16 minutes. Allez. Bon, peu importe. 4 ou 4,5. Allez, je vais mettre 4,5, on s'en fout. Le match, franchement, il est absolument génial. Je savais déjà que c'était, dans mes souvenirs, le meilleur match de leur feud. Et malgré ça, il y a quand même eu beaucoup de combinaisons d'enchaînement qui m'ont surpris parce que je m'attendais absolument pas. Donc les bonhommes
Ils ont fait un travail absolument exceptionnel. Surprise sur surprise, il n'y a franchement rien à redire. En plus de ça, la foule est survoltée sur les 5 dernières minutes, donc ça c'était absolument génial aussi. Et la fin, elle arrive lorsque Chris Jericho, dont la mission première était vraiment de démasquer Rey Mysterio, pense l'avoir fait lorsqu'il part avec un masque de Rey Mysterio en main, sauf que quand il se retourne, il se rend compte que Rey Mysterio avait 2 masques sur lui et qu'il en a simplement enlevé la première couche. Il se retourne et c'est là que le finish arrive pour conclure un match, peut-être le meilleur match que j'ai reviewé de la WWE en 2009, depuis que je fais cette série sur la clinique de la nuit des temps. Ensuite, on a un match, alors là, c'est l'inverse total. Un ODQ de 5 minutes entre Dolph Ziggler et le Great Khali. Bon, évidemment, Ziggler, avec tout son talent, il saute dans tous les sens pour essayer de rendre le truc un petit peu vivant. On a, donc comme je le disais, on a un ODQ, on a une intervention, pardon, je sais pas pourquoi je cherche mes mots, une intervention de Kane qui, je pense, est le catcheur qui est revenu, entre guillemets, le plus de fois dans l'histoire du catch. Et c'est Dolph Ziggler qui remporte ce combat que je... Est-ce que je le note? Allez, peut-être un point de suture ou une ambulance. Bon bref, c'était ce match. Allez, un point de suture parce que je suis de bonne humeur. Ensuite, on a un match par équipe triple menace qui va durer 10 minutes, auquel j'ai mis 2 points de suture. C'était sympa, sans plus. Ah tiens, 2 points de suture. Ah, je vais lui mettre 2 points et demi parce que si j'ai mis 2 au match ECW, celui-ci mérite quand même un petit peu plus. Il dure 10 minutes. On a d'un côté les colonnes, de l'autre côté on a la Legacy avec Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes et la troisième équipe. Il vient tout juste de catcher, il a perdu son titre intercontinental, donc en voyant ça on se dit forcément, entre guillemets, il va gagner le titre par équipe. Effectivement, Jericho et Edge sont la troisième équipe qui va remporter le combat après un match qui était vraiment plutôt sympa, qui était très habilement mené, très intelligemment fait pour que Edge et Jericho ne fassent quasiment rien pendant le match, et c'était aussi super cool de les voir surtout actifs sur le bord du ring à jouer avec la foule qui une fois de plus se réveille à fond. Donc on est c'est vrai que pour Sacramento en Californie, c'est rare de voir une foule qui est vraiment très pro-heel, et là c'est le cas, donc c'est toujours un plaisir d'entendre ces mecs là qui s'excitent au premier rang, encourager les méchants et à huer les gentils. C'est toujours un petit peu piquant comme ça, c'est sympa. Après, le revers de la médaille, c'est que la foule est tellement chaude à jouer comme ça avec Edge et Jericho qui regardent pas trop le match, alors qu'à l'intérieur, les colonnes et la Legacy font un travail de bonne qualité, des fois de très bonne qualité, mais c'est vrai que ça... C'est vraiment Edge et Jericho, les 2 stars du match. Et comme je l'ai dit, la foule est tellement conquise à la cause de Edge et Jericho qu'on a une énorme pop lorsque Edge porte son spear sur Carlito pour remporter la victoire, et petite note historique, pour remporter, en tout cas au niveau de Edge, son 13e titre par équipe. Ensuite, on a un match pour le championnat féminin entre Melina et la délicieuse Michelle McCool qui est super bien pactée. Donc ouais, grosso modo, c'est la pause pipi avant le premier main event de la soirée. Donc pas grand chose à retenir, si ce n'est que malgré tout, pour un match féminin, c'était bien meilleur que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais lui mettre quand même, allez, pour l'effort, je vais lui mettre un point de suture et demi. Ensuite, on a un autre combat qui va durer 15 minutes pour le championnat du monde poids lourd entre Jeff Hardy et CM Punk. Alors rien de particulier, on va dire dans les 10-11 premières minutes du match, le catch est basique, le catch est sympa, mais voilà, c'est vraiment rien de particulier. Cela dit, ça permet de poser tranquillement les bases des quelques dernières minutes, 4-5 dernières minutes, qui sont vraiment, elles pour le coup par contre, super, avec la foule qui est totalement dedans. Le finish intervient lorsque Jeff Hardy fait un Swanton Bomb sur CM Punk qui met son pied non pas sur la corde mais sous les cordes. Donc là l'arbitre compte jusqu'à 3, explosion de la foule, sauf que non, immédiatement il voit le pied qui était sur les cordes. Donc là ça va me permettre de donner mon avis sur cette histoire de pied dans les cordes. Alors évidemment, à la télé, en pay-per-view, en DVD sur le network, on a les explications de Jim Ross et de Todd Grisham qui étaient les commentateurs pour SmackDown à l'époque. Sauf qu'en live, il y a aucune explication qui est donnée. Et je vais vous dire que de mon expérience, j'ai vu ce cas de figure, je pense, 2 ou 3 fois dans tous les shows que je suis allé voir aux US. Systématiquement, en fait, la foule ne comprend pas ce qui s'est passé. Ça permet aussi de remettre les choses un petit peu en perspective pour voir comment est perçu le catch, comment est compris le catch par le public. Le public, pardon, c'est pas pour être méchant, mais le public ne comprend que dalle. Je vous le dis,
3 fois, on l'a vu en live. C'était, je sais plus si c'était lors d'un WrestleMania ou d'un Raw après un WrestleMania ou autre. En tout cas, c'était des shows WWE. Donc 1, 2, 3. Avec le pied dans les cordes, la foule explose quand même. Et la foule, comme ça n'est pas expliqué en live pour le public, la foule, je vous le dis et je ne mens pas, elle ne comprend pas pourquoi on revient sur une décision. Je veux dire, c'est quand même fou, mais ça permet de comprendre pourquoi est-ce que le catch doit rester le plus basique possible. Parce que s'ils sont pas capables de comprendre qu'un pin a été invalidé par un pied dans les cordes, je vous laisse imaginer à quel point c'est compliqué pour le public de comprendre des choses qui sont encore plus, réfléchies ou complexes. Vous voyez ce que je veux dire dans le concept. Donc quand on fait ça, il faut expliquer en live parce que on comprend pas, sinon c'est voilà. Bref, donc le match redémarre et ensuite CM Punk va gagner grâce à il va gagner. Il va faire une putain de ruse, il va faire semblant d'être... semblant. On s'en rendra compte plus tard. Mais pendant le show, il va se tenir l'œil, genre je vois pas. Ensuite, l'arbitre vient vers lui et il le kick dans le dos. Bien sûr, il va utiliser l'excuse que malheureusement, il était aveuglé. À ce moment-là, Jeff Hardy, bien entendu, est annoncé vainqueur. On voit la caméra qui s'arrête sur lui. Je suis pas sûr de pouvoir le faire, mais je vais essayer de vous trouver une image, car il est tellement dépité, le gars, parce qu'il comprend ce qui s'est passé, quoi. CM Punk, il perd le match, il s'en fout, mais il conserve sa ceinture. Il conserve sa ceinture grâce à ce coup de pied de salope dans le dos de l'arbitre. Et un autre exemple qui vous montre bien que le public ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans le ring et qu'il ne comprend pas les enjeux réels d'un combat de catch, c'est que lorsque Jeff Hardy est annoncé comme vainqueur du combat, la foule explose. Les enfants, les femmes, qui sont surtout les défenseurs de Jeff Hardy, explosent de bonheur parce que Jeff Hardy est annoncé comme vainqueur, sauf que non, c'est un match de championnat. Le but de ce match de championnat, que j'ai noté 3 points de suture, c'est de remporter la ceinture, n'est-ce pas? Sauf que si on gagne par disqualification, eh bien on ne gagne pas la ceinture. Donc voilà, quand on annonce Jeff Hardy vainqueur, tout le monde est content, sauf que non. Ils ne comprennent pas l'essence même de ce qu'ils sont en train de regarder dans le ring. Et c'est pas un mensonge, c'est la réalité. Donc une fois de plus, il faudrait réexpliquer, quand on dit évidemment victoire de Jeff Hardy par disqualification, mais ensuite il faudrait continuer, il faut mettre une virgule, il faut pas mettre un point, il faut dire mais un championnat ne peut pas être remporté par disqualification, par conséquent, et là évidemment l'annonce ils la font, ils disent que CM Punk est toujours champion, mais il faut expliquer pourquoi il faut à chaque fois, à chaque show, il faut le réexpliquer parce que c'est une nécessité à mes yeux. Ensuite, on a une autre petite pause entre guillemets avec un match entre pas CM Punk, entre le Miz et John Cena, un des premiers matchs on va dire très sérieux du Miz. Avant que... à peine 2 ans et demi plus tard, il faut se souvenir qu'au Survivor Series 2011, on a le Miz et R-Truth, qui est aujourd'hui champion 24/7, contre nul autre que le Rock et John Cena au Madison Square Garden. C'est quand même conceptuellement, c'est un truc assez ouf, quoi. Donc là, le Miz et John Cena, ils s'affrontent. Combien de temps a duré le match? 6 minutes. Bon voilà, c'est très basique, mais c'est plutôt un test pour voir où est-ce qu'il en est Miz dans le ring, parce qu'au niveau des promos, il avait fait franchement un très bon boulot. Il avait, on peut dire, totalement rivalisé avec John Cena au micro. Mais c'était un bon choix de match parce que il est avant le main event, donc ils peuvent pas non plus faire un truc complètement de taré. Donc ça permet de le mettre un petit peu en haute carte, de le mettre avec John Cena dans un match pour voir comment ça tient la route dans le ring, sans pour autant leur mettre la pression de devoir produire quelque chose d'incroyable. Donc c'était, je pense, un bon choix et le match était plutôt sympa. Je lui ai pas mis de note, tiens, j'ai oublié de mettre une note. Allez, on s'en fout, peu importe la note, toujours est-il que c'était un bon petit match qui a permis un peu de tester le Miz et aussi de mettre en avant le fait qu'il n'était pas encore 100% prêt pour assumer de tels affrontements. Ensuite, on a un match pour le championnat de la WWE entre Triple H et Randy Orton. Donc, vous voyez que depuis WrestleMania, on a la continuité de plusieurs feuds entre Christian et Swagger, entre Jericho et Rey Mysterio, entre Orton et Triple H. Donc, les 3 Stages of Hell. Le premier, il me semble, qui avait eu lieu, c'était lors de No Way Out 2001, entre toujours Triple H et Steve Austin. Dans ce match, c'est Orton qui rentre en premier. Orton, il est champion. Personnellement, je ne supporte pas quand le champion rentre en premier. Quel que soit le cas de figure, je suis désolé, le champion est plus important que quiconque. Donc s'il y a un champion qui doit arriver sur un match, il doit arriver en second.
La première fois que je m'étais fait cette remarque, c'était, et pourtant j'étais jeune, c'était lors de Survivor Series 1996, lorsqu'on avait eu Sid contre Shawn Michaels, où Shawn Michaels était rentré en premier champion, et Sid, qui allait le battre, soit, mais rentré en second. Avec, je me souviens, il avait son petit feu d'artifice dans le ring où il avait marqué son nom. Donc voilà, moi je suis totalement contre des catcheurs qui rentrent, des champions qui rentrent en premier dans le ring. Alors assez rapidement, au bout de 5 minutes de combat, alors combien de temps il a duré ce match? Je reprends mes petites notes, il a duré 21 minutes. Assez rapidement, ouais, c'était 4-5 minutes, Triple H prend une chaise et frappe... Ah oui, alors, non, attendez. On va reprendre les règles, d'accord? Le premier pin, donc 3 Stages of Hell, c'est un 2 out of 3 falls, mais avec 3 stipulations si besoin. C'est-à-dire que si un catcheur remporte les 2 premiers pins, bien sûr, on n'aura pas la 3e stipulation. Donc le premier combat, c'est un combat normal. Le deuxième combat, c'est un match où les tombées peuvent compter n'importe où dans la foule. Et si on a besoin d'un 3e pin, eh bien ce sera un match de la civière, un match que je déteste absolument. Donc premier combat, Triple H prend une chaise et frappe Orton dans le dos devant les yeux de l'arbitre. Donc Orton remporte le premier tombé, mais on comprend tout de suite ce que fait Triple H, c'est-à-dire qu'il va défoncer Orton dans tous les sens pour vraiment l'affaiblir et entre guillemets s'assurer au moins un pin, le second qu'il va effectivement remporter après un pedigree à l'extérieur du ring. Je crois que c'est Jerry Lawler qui dit que Triple H est intelligent parce qu'il, sans vraiment mettre de mots sur le truc, il dit qu'il est intelligent parce qu'on comprend ce qu'il fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le monde a compris d'ailleurs, et ça a marché, ça lui a permis de au moins repartir à 0, il a perdu un pin, il en a remporté un, sauf que cette technique, on se rend compte qu'elle sert souvent à rien, parce que 2-3 minutes après, le gars qui a été le destinataire de ces coups de chaise et de cette DQ, de toute façon il revient dans le match. Donc voilà, mais niveau storytelling c'est un petit peu sympa. Et Michael Cole, ce débile, je crois qu'il dit, il attend plusieurs minutes après le début du 3e pin pour dire ah ouais franchement t'avais raison, en parlant à Jerry Lawler, t'avais raison hein. Il a bien rusé Triple H, quoi. Je veux dire, ça fait 10 minutes que tout le monde a capté, quoi. Le mec il se réveille, je sais pas si c'était Vince qui lui disait dans l'oreille ou lui qui a oublié de le dire à un moment ou un autre. Enfin bref, ça faisait un petit peu de tâche niveau commentaire à ce moment-là. Alors pourquoi j'aime pas cette stipulation du match de la civière, c'est que pour qu'il y ait de l'émotion dans un tombé, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il y ait de l'émotion, il faut quand même que les choses soient un petit peu soudaines, tu vois, qu'elles se construisent rapidement. Un match de la civière, t'es obligé de mettre le mec sur la civière, sauf quand c'est bien fait. Et là, en l'occurrence, c'était bien fait, on verra pourquoi. Ça prend toujours 3 plombes de pousser le mec là jusqu'à la fin de l'entrée. Donc c'est comme le match de l'ambulance, quoi. Pour moi, c'est des piscines de chiasse catchesques dont on pourrait franchement se passer. Mais effectivement, il y a quelques exceptions qui confirment la règle. Et ce match est une bonne exception parce que même si Orton a failli passer au tout début de ce 3e pin derrière la ligne, mais c'est vrai qu'ils ont construit le match de manière à ce que les deux catcheurs arrivent avec la civière sur le stage, juste proche de la ligne qu'il faut franchir avec son adversaire sur la civière pour remporter le match. Voilà, pour faire en sorte que il y a de la tension, parce que les mecs ils sont là, donc on se dit que ça peut basculer de droite à gauche, et donc ça permet de créer la tension qui d'habitude n'est pas présente dans les matchs de la civière. Alors bien entendu, on a la Legacy, les potes de Orton, qui malgré un petit peu de dissension pendant le pay-per-view lors de segments backstage, vont arriver. En tout cas d'abord Cody Rhodes va venir attaquer Triple H après un pedigree. Il va malgré tout réussir à le contrer, puis c'est Ted DiBiase qui arrive. Pour se défendre, Triple H va chercher son sledgehammer qui, comme par hasard, était caché, non pas sous le ring comme d'habitude, mais en haut du stage. Donc, soit il a le cul de bordé de nouilles, soit voilà, ça révèle un petit peu les secrets du truc. Mais voilà, il sort son sledgehammer, il frappe Cody et Ted DiBiase. Sauf qu'il y a toujours Orton qu'il a un petit peu oublié. Et Orton, là, il arrive, il le frappe et il arrive in extremis à lui faire passer la ligne pour finalement conserver donc sa ceinture. Ce match, je lui ai mis aussi 3 points de suture parce que il a bien commencé et il a bien fini, alors que j'avais vraiment peur
que pour le Falls Count Anywhere, les mecs se baladent pendant 3 plombes dans la foule qu'on voit que dalle, que pendant le stretcher match, ce soit d'un ennui horrible. Donc finalement, c'était une bonne petite surprise. Bon, pas forcément une surprise, mais en tout cas, c'était un petit peu meilleur que ce qu'on était en mesure d'attendre par rapport au contexte dans lequel s'inscrivait ce match. Alors depuis les nuits des temps WWE que je vous fais sur la clinique, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais dire que dans l'ensemble, je trouvais que c'était un pay-per-view qui était un peu moins bon qu'Extreme Rules. Extreme Rules était un petit peu moins bon que Backlash et Judgment Day. Backlash et Judgment Day, dans leur globalité, étaient vraiment au-dessus du lot. Par contre, on a ce Rey Mysterio contre Chris Jericho que je vous encourage de tout cœur à aller regarder parce qu'il était vraiment superbe. Le reste, on a donc 2 matchs à 3 points de suture qui font que voilà, il n'y avait rien de mauvais, il n'y avait rien de fantastique. C'était un bon petit pay-per-view, mais comme je le disais, il était en deçà de ce qu'on avait, et j'ai hâte de voir ce que nous réserve la WWE pour le prochain pay-per-view du mois de juillet 2009, qui sera traité bien entendu dans cette grande série de la Nuit des Temps. Et ce pay-per-view, c'est Night of Champions, dont vous retrouverez la review intégrale sur la clinique le 26 juillet prochain. Donc merci d'avoir regardé cette review jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous commencez à vous familiariser un petit peu avec le concept de la Nuit des Temps, j'espère que ce voyage dans le passé du catch vous plaît et que vous continuez à suivre cette série. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, à vous dire ce que vous avez pensé si à l'époque vous aviez vu ce show, et puis partagez aussi sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Et puis d'ici la prochaine vidéo, vous savez qu'il ne vous reste pas grand chose à faire si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.